donc je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'animer cette table ronde autour de l'urbanisme et des mathématiques. Donc moi je me nomme Franck Corset, je suis à l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, et au laboratoire Jean Kunstmann à Grenoble. Et j'ai le plaisir d'avoir plusieurs intervenants ici autour de cette table. Pauline et Camille de l'agence d'architecture PCA Stream. Vincent Brault, qui est un collègue de l'Université de Grenoble également. Et Martin Indel, qui est enseignant-chercheur à Paris et qui arrive maintenant. Super. Donc on va commencer par une table ronde, par une présentation, un tour de table pour donc chacun va présenter l'entreprise où il travaille, et puis ensuite on approfondira sur les différents sujets autour de mathématiques et urbanisme. Je vous laisse commencer à vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai quelques slides pour vous présenter l'agence d'architecture dans laquelle nous travaillons avec Camille, donc une agence qui s'appelle PCA Stream, qui est à quelques rues d'ici dans le Marais. Donc PCA Stream, c'est une agence d'architecture qui a été fondée il y a une vingtaine d'années par Philippe Chiambaretta, qui est donc architecte, et qui, Depuis le début, en fait, depuis la fondation de l'agence, avait la certitude que dans le monde complexe dans lequel nous vivons, traversé par tous ces enjeux et ces challenges, on ne pouvait pas juste se dire qu'on allait construire, simplement entre guillemets, mais qu'il fallait aussi, penser, si on résume, mais de manière plus générale, entrer dans le débat en fait en tant qu'acteur, sachant dialoguer sur ces enjeux avec des chercheurs, avec des artistes, avec d'autres concepteurs, avec des philosophes. Et donc l'agence s'est comme ça construite, PCA et Stream, Stream étant la partie recherche de l'agence. Initialement, cette partie Stream a pris la forme d'une revue qui a mis en dialogue sur quelques grandes thématiques qui traversaient à la fois nos pratiques, mais aussi l'actualité de l'urbanisme et de l'architecture. Donc vous voyez par exemple le stream numéro 2, c'était After Office, donc on s'est questionné, c'était en 2012 je crois, sur l'avenir de l'immeuble tertiaire. On a aussi fait un stream là plus récemment pendant le Covid sur les nouvelles intelligences, le stream 5. On s'est interrogé le stream 4 sur les paradoxes du vivant, mais aussi sur l'anthropocène. Donc voilà, des thématiques assez larges qui ont permis pour l'agence de se mettre en dialogue avec tout un écosystème de chercheurs très variés, pas uniquement dans notre champ d'ailleurs, et à la fois de nourrir notre pratique de conception. Cette revue, on s'est au fur et à mesure rendu compte c'était un super outil, c'était assez puissant et reconnu comme étant assez qualitatif, mais on avait parfois du mal à faire le lien avec nos collaborateurs, comment est-ce qu'on incluait concrètement dans nos projets, comment est-ce qu'on injectait concrètement dans nos projets toute cette pensée qui transitait par la revue. Et donc aux alentours de 2019-2020, on a créé une équipe de recherche appliquée au sein de l'agence, qui voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui s'organise autour de ces 5 axes de recherche, et qui permettent non seulement d'être en dialogue avec des chercheurs, mais d'avoir des chercheurs en interne, et Camille et moi en faisant partie, d'avoir des chercheurs en interne qui permettent de vraiment créer de la recherche au plus proche de nos projets concrets. Je laisse cette petite slide pour montrer effectivement qu'on est très en lien avec pas mal d'écoles et avec un large écosystème académique, et notamment PSL, l'Université Paris Sciences et Lettres, avec laquelle on est en train de monter une chaire de recherche partenariale, et donc qui nous donne accès à toute la pluridisciplinarité et toutes les compétences des différents laboratoires qui la composent. Je m'arrête là pour l'agence PCA Stream, et peut-être pour qu'on puisse se présenter toutes les deux. Donc moi je suis chercheuse en architecture.
et j'ai rejoint l'agence notamment pour monter et animer cette chaire de recherche qui est en train de se lancer. Bonjour, donc moi je m'appelle Camille Ouvrard et je travaille aussi dans le pôle recherche avec Pauline. Et donc moi je travaille plus sur l'axe transition architecturale et surtout sur la stratégie environnementale à l'agence. Bonjour, alors moi je suis Vincent Brault, j'ai pas fait mon bon élève, j'ai pas de slide. Mais je suis là parce que donc, je suis maître de conférence à Grenoble, comme Franck, et je suis là parce que, comme tout chercheur dans le public, on a des partenariats avec le privé, notamment j'ai eu une collaboration avec une boîte qui s'appelait à l'époque Éconologie, qui sont venus pour qu'on fasse un peu de consulting pour eux. Donc le consulting, c'est une boîte qui a une question et donc on lui répond dans le public, et donc ça fait de l'argent pour notre labo. Et leur problème, c'était qu'ils avaient des bâtiments, dans un parc de bâtiments, qu'ils étudiaient, et ils voulaient essayer de comprendre quels bâtiments se ressemblaient et quels bâtiments ne se ressemblaient pas. En termes, et c'est là où c'est la problématique, de différents critères. Donc, la difficulté, nous, en tant que chercheurs, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Donc, notamment, on a très vite compris que c'était notamment en termes d'amélioration énergétique. Donc, c'était il y a déjà 6-7 ans, c'était déjà un problème très intéressant à l'époque. On a fait une première proposition qui du coup a été prise par la boîte. Après, ils sont revenus 2-3 ans après, ils avaient de nouvelles thématiques. Alors, ils avaient changé de nom, ils s'appelaient maintenant Walter. Et ils avaient un besoin, à nouveau, ils avaient beaucoup plus de données et ils avaient besoin d'améliorer la méthode derrière de classification. Donc moi, je suis, pour mon parcours, je suis maître de conf en statistique et en machine learning, ce que maintenant on appelle couramment du data scientist, même si bon, ça évolue, tous ces termes-là. Et notre but, ça a été de proposer des méthodes qu'on a adaptées pour cette start-up, pour améliorer leur façon de classifier leurs bâtiments, et notamment dans un but de prédiction. On voit bien que l'objectif à la fin, c'est d'aller voir des personnes en disant voici votre bâtiment, voici où il se trouve par rapport à d'autres bâtiments, et ce qu'on peut espérer gagner en économie d'énergie, notamment si on fait certains travaux. Merci, désolé de mon presque retard. Donc moi c'est Martin Hendel, je suis enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Essier Paris, donc qui est membre de l'université Gustave Eiffel. Je réalise mes recherches dans un laboratoire de l'université Paris-Cité qui s'appelle le LID, donc interdisciplinaire des énergies de demain, ça veut dire. Et donc ma thématique de recherche porte sur le rafraîchissement urbain, l'adaptation des villes aux canicules. Et donc tout a commencé il y a maintenant une dizaine d'années où donc on collabore très étroitement avec la ville de Paris qui est assez avant-garde sur le sujet, qui se pose pas mal de questions depuis un certain temps sur comment adapter la capitale qui est en plein milieu de l'agglomération parisienne à la problématique de la chaleur, sachant que vous avez certainement entendu parler de la thématique de l'îlot de chaleur urbain. Donc quand vous venez en cours, ça arrive qu'on se déplace un peu dans la région, on se rend compte qu'il fait plus frais ou plus chaud en centre-ville par rapport à son point de départ plus en banlieue. C'est pas juste parce que le temps est passé, c'est un phénomène physique qui fait que les villes sont en moyenne, pour Paris, il fait 3 degrés de plus dans Paris que en dehors de la zone urbanisée, donc le fin fond des Seine-et-Marne, enfin ça dépend un peu du point de référence qu'on choisit. Et la problématique, c'est que pendant les périodes caniculaires, cette différence de température, elle peut facilement atteindre 10 degrés, 12 degrés. Donc avec les problèmes sanitaires que ça pose. Donc gros enjeux politiques et sanitaires derrière, donc pas mal de demandes. Et donc la ville de Paris teste depuis une dizaine d'années maintenant certaines techniques pour rafraîchir l'espace public, comment rendre l'espace public moins insupportable pendant ces périodes caniculaires. Et donc toute la difficulté que ça pose pour nous les chercheurs, c'est que sur papier c'est simple, ok, on a une rue témoin dans laquelle on va rien faire, on a une rue expérimentale dans laquelle, donc moi je n'ai pas précisé, je suis plutôt sciences de l'ingénieur, physicien. Donc on a deux endroits où on va instrumenter et on va changer quelque chose à un endroit et pas à l'autre. Et comment est-ce qu'on fait pour faire ressortir l'information utile? Alors moi, ma thèse, elle portait sur une technique de rafraîchissement qui se pratique par arrosage. Donc c'est une espèce de transpiration urbaine. Est-ce qu'on peut faire transpirer la ville? Et
Donc j'avais une partie arrosée, une partie pas arrosée en contrôle. Et problème, la zone arrosée était toujours plus chaude que la zone contrôle. Est-ce que ça faisait rien? Est-ce que ça empirait la situation, etc. Et c'est là où du coup il a fallu contacter les collègues plus matheux que moi pour nous aider à choisir les bons outils pour sortir le signal de notre bruit. Donc là, nous, on a été amenés à travailler, et c'est ce avec quoi on travaille depuis, les modèles à effet mixte, en l'occurrence plutôt des modèles à effet fixe. On est encore dans la data science, je crois, mais on n'est pas du tout dans la big data, parce que les moments où les conditions se réunissent pour que le signal s'exprime au mieux ne sont pas pléthores. Disons que sur un été, si on a 10 jours d'observation, ça fait beaucoup. Et donc là, on est vraiment dans voilà, tout ce qui est big. 10 jours, c'est pas big, c'est sûr. Donc, je suis à la minute, mais bon, chaque minute est une série indépendante. Donc j'en ai que 10. Donc, d'où voilà, la nécessité de trouver les bons outils. Voilà, alors, il y a 10 ans, c'était pas autant à la mode, mais aujourd'hui, il y aurait clairement une tendance effet mode à dire on va aller chercher les outils de la big data qui, en fait, ici, ne sont pas appropriés. Voilà. Merci. Alors je vais en profiter puisque j'ai autour de ma table ronde 3, je dirais, non-mathématiciens. Et donc le public, vous qui êtes mathématicien, vous serez amené à travailler avec des non-mathématiciens et donc à discuter avec des gens venant d'autres disciplines. Donc moi j'aimerais bien avoir votre retour. Vous qui avez travaillé avec des mathématiciens sur est-ce que c'est facile, est-ce que le vocabulaire n'est pas le même, est-ce que vous avez quelques trucs à dire là-dessus? Je commence alors. Alors c'est rigolo, je pense qu'il y a plein d'autres sujets qui mêlent mathématiques et urbanisme, mais l'expérience dont on venait parler portait aussi sur les îlots de chaleur urbains. Donc, enfin, c'est voilà, assez logique puisque c'est quand même une grande préoccupation dans nos villes aujourd'hui. L'expérience pour laquelle on nous a proposé, qu'on nous a proposé d'intervenir aujourd'hui, c'est qu'on a en fait un projet d'urbanisme qui porte sur l'avenue des Champs-Élysées, pour lequel on s'interroge évidemment sur les îlots de chaleur urbains et de savoir comment est-ce que notre projet peut améliorer les conditions d'îlots de chaleur urbains ou en tout cas apporter des zones de fraîcheur ponctuelles. On collabore pour cela avec des bureaux d'études techniques qui disposent des outils et qui travaillent plus couramment que nous avec des expertises en mathématiques, en physique. Outils qui pour nous sont souvent un peu comme des boîtes noires puisqu'on leur donne en fait nos données d'entrée. Ils font tourner leurs outils selon nos contraintes en état existant et en état projet pour tester en fait l'impact de notre projet sur les territoires qu'on est en train de travailler. Et en ressortent un certain nombre de données, d'indications qu'on peut ensuite discuter. On avait proposé un exercice l'an dernier dans le cadre de la semaine AMIES, que vous connaissez peut-être, qui est donc une semaine qui met en relation des entreprises et des doctorants et doctorantes en mathématiques, où des entreprises qui justement ne sont pas issues du monde de ces mathématiques proposent des thématiques à explorer. Et donc nous, on les a challengés sur cette question-là. Comment est-ce que vous pourriez, sur l'exemple des Champs-Élysées, qui est malgré tout un territoire assez grand, mais qu'on arrive facilement à cartographier, à délimiter, nous proposer un outil qui nous permette de tester en direct, sans passer par ces boîtes noires qu'on ne maîtrise pas, tester en direct nos scénarios de conception. Et donc, évidemment, en une semaine, il y a de nombreuses pistes ont été lancées, de nombreux tests ont été lancés, et ça mérite aujourd'hui, on est en discussion avec ces étudiants de poursuivre les tests et de se donner le temps de faire tourner les outils suffisamment pour lever les premiers sujets qui avaient été repérés.
Mais en tout cas, cet échange entre doctorants, doctorantes en mathématiques et nous a permis de lever certains sujets sur cette question d'îlot de chaleur qui, en tant que concepteur, restait parfois un peu de l'ordre de la boîte noire et de la donnée fournie par nos bureaux d'études. Alors, tu reveux la parole. Alors, en l'occurrence, les collègues en maths ont eu, je sais pas, la sagesse ou, en tout cas, on juste dit, regardez tels outils, il devrait y avoir des choses. Et en l'occurrence, ça devrait arrêter là. Donc, on nous a fléchés et ça a bien marché. Donc, la confrontation disciplinaire, on l'a pas trop eu à cette occasion-là. Et du coup, ça me fait, enfin, le I dans le laboratoire LEED, c'est interdisciplinaire. On est un tiers de sciences humaines et sociales, un tiers de sciences physiques et un tiers de sciences de la vie. Donc, mon directeur d'unité est historien médiéviste. Moi, je suis physicien, enfin, je suis ingénieur, quoi. Donc, le clash des mondes disciplinaires, il est présent tous les jours. Mais c'est vrai que maths, on n'en a pas. C'est ça. C'est ça. On a un peu d'économie, mais c'est pas des économétristes. On a de la géomatique, mais c'est une déclinaison assez lointaine maintenant de la géométrie quand même. Mais eux, ils en utilisent tous les jours des outils de géométrie pour les cartographies, justement. Moi, je rebondirais sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est une énorme partie de notre travail, c'est de comprendre, enfin, quand on est en interaction, c'est de comprendre ce que les gens en face de nous veulent, en fait. Il y a aussi un travail d'acculturation dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des notions, typiquement îlot de chaleur, c'est un truc qui court dans tous les sens. Et la définition, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, en fait, ça prend une demi-heure, mais ça vaut le coup de le prendre ce temps-là, parce que si on n'a pas le bon jargon de départ, on peut très vite partir de façon divergente sans s'en rendre compte. Ça, c'est vrai à l'échelle disciplinaire aussi. Alors bon, par contre, j'ai pas d'anecdote spécifique aux maths, mais bon, après, il a fallu vulgariser notre méthode d'analyse. Et donc expliquer comment on fait notre avant-après, etc. Voilà, ça aussi, c'est pas facile, ou peut-être plus facile pour quelqu'un qui n'y comprenait rien à la base. Ça, je sais pas. Bon, alors moi, discuter avec les mathématiciens, ça va. Du coup, je vais effectivement vous parler dans l'autre sens. Alors, c'est vrai que quand nous, les entreprises arrivent, enfin, je parle de mes expériences personnelles, c'est très varié. C'est-à-dire que, si on cite pas que l'urbanisme en particulier, ce qui est souvent compliqué, c'est qu'ils ont une idée de ce que potentiellement on pourrait faire, mais une idée très floue. Pour faire un parallèle, une fois, j'ai eu une boîte, si elle avait vendu des voitures, elle serait venue en me disant « Bonjour, je voudrais une voiture innovante ». D'accord, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Vous avez l'intelligence artificielle, vous pouvez faire une voiture innovante. Non, en fait, il faut que tu me dises des critères. Qu'est-ce que je fais ? Sur quoi ? Je veux une voiture innovante qui en jette. Vous êtes mignon, mais est-ce que je peux travailler sur la carrosserie, sur les roues, sur la puissance ? Une voiture innovante, quoi. Ok, alors on va partir sur une sportive écologique. Oh là, non, ça intéresse personne. Ah, ça c'est bien, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme autre information ? Une voiture innovante, ça ne veut rien dire. Mais t'es con ou quoi ? Tu sais ce que c'est qu'une voiture, tu sais ce que c'est qu'une innovation, je veux une voiture innovante. Et il dit, et puis il a fini par m'envoyer l'équivalent d'Automoto en me disant, mais tu comprends vraiment rien, quoi. Donc, ça, c'était une mauvaise expérience. J'en ai eu plein d'autres qui se sont bien passées. Généralement, les entreprises ont l'intelligence de venir avec un sujet qui est plus précis. Mais effectivement, ne serait-ce que pour l'urbanisme, sur la classification d'un bâtiment, est-ce que c'est une classification plutôt en taille des bâtiments ? Est-ce que c'est plutôt en perte énergétique ? Est-ce que c'est la localisation ? Parce qu'on avait des bâtiments en Haute-Savoie et à Paris, ça se traite pas de la même façon. Est-ce que si, est-ce que ça ? Et donc ça demande beaucoup de discussions et surtout, on a tous nos propres préjugés. Donc moi, j'avais mes idées de ce qu'était l'isolation, qui étaient totalement pas du tout leurs idées à eux. Donc il faut accepter en tant que mathématicien d'oublier ces préjugés pour vraiment écouter les experts et monter des expériences qui sont en accord avec ce qu'ils ont besoin. Mais la difficulté de l'autre côté, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment de pouvoir comprendre qu'on ne révolutionnera pas le monde. D'ailleurs, on a bien vu avec ChatGPT récemment,
ChatGPT qui est un langage pour faire croire qu'il parle comme un humain, qui n'a pas la science infuse, ça n'empêche pas d'avoir des articles de journaux qui disent on a demandé à ChatGPT si Nantes était en Bretagne, la réponse va vous surprendre. Non, elle va pas me surprendre parce que ChatGPT ne le sait pas. ChatGPT veut juste te donner la réponse que tu as besoin, c'est pour ça qu'il a été programmé à l'origine. Donc voilà, c'est ça la plus grosse difficulté en tant que mathématicien. Non, tu en prends ton micro. Peut-être pour rebondir sur cette question de définition du besoin, effectivement, ça nécessite aussi côté entreprise d'avoir une pluridisciplinarité et on l'a bien, en tout cas on essaie de le mettre en œuvre chez PCA. Peut-être je vais donner la parole à Camille pour qu'elle nous parle un peu de sa formation et de là d'où elle vient après son diplôme d'architecture pour aller, en tout cas sur ces sujets environnementaux, vers ce lien possible en termes de discipline. Oui, alors moi j'ai suivi une école d'architecture. Et donc en architecture, on n'est pas loin des mathématiques, mais disons que ce n'est pas notre domaine premier, puisqu'on fait quand même beaucoup de conception, et donc il y a beaucoup de cours plutôt théoriques. Et pour me spécialiser en stratégie environnementale, j'ai suivi une formation complémentaire qui s'appelle le diplôme, c'est un diplôme spécialisé en école d'architecture, donc DPEA, à Marne-la-Vallée. Donc post-carbone, puisque sur la stratégie environnementale, pour le coup, c'est un peu l'inverse. On a besoin forcément de comprendre plus de phénomènes plus scientifiques, mathématiques, pour comprendre comment on peut pallier au réchauffement climatique, notamment en architecture. Et donc cette formation, c'est une formation qui était un double diplôme avec une école d'ingénierie, pour nous rapprocher un peu plus de la compréhension des îlots de chaleur urbains, de la thermique du bâtiment, etc. Et donc en partenariat avec les ponts et chaussées. Voilà. Ok, merci. Alors maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis sur l'apport des mathématiques dans cette thématique qui est l'urbanisme, les modèles que vous avez utilisés de près ou de loin. Alors je sais que pour certains, c'était plutôt des boîtes noires, mais voilà. Et comment vous voyez un peu l'avenir proche? Je sais qu'on récupère de plus en plus de données et voilà. Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Alors, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice de la réponse. Je compte sur vous pour compléter. Alors, dans le domaine, donc, qui relève de ce qu'on peut appeler la climatologie urbaine, effectivement, alors, nous, ou même la thermique urbaine, on fait pas mal d'analyse des matériaux de revêtement ou de toiture également, et de comment ils se comportent, et de caractériser leur contribution, ou, enfin positive ou négative, à l'environnement urbain. Donc il y a plein de thermiques. La thermique, c'est plein d'équations différentielles. Alors elles sont du premier ordre, sauf quand on n'est pas en statique, ce qui est le cas dans la vraie vie. Donc on est en deuxième ordre. Donc ça donne vite mal à la tête aux étudiants en physique. Mais après, à coder, c'est pas non plus super sorcier. Il y a plein de modèles de thermique urbaine ou énergétique urbain qui fonctionnent bien sur la base de ces équations-là. Quand on fait de la simulation numérique de fluides, enfin, donc d'écoulement de l'air en ville, de tout ce qui est l'aérolique, c'est les équations de Navier-Stokes. Alors c'est avec toutes les techniques de discrétisation qui vont bien, mais donc il y en a plein partout. À partir du moment où on touche à la physique, de toute façon c'est fini. Il n'y a pas de maths, il n'y a pas de physique. Après, nous on fait de la maths pour la physique. Je dirais pas qu'on fait des maths. Bon, c'est sympa. Mais enfin, je suis prêt à prendre des critiques dans ce sens-là. Mais après, qu'est-ce qui va venir? Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, tout ce qui est données environnementales, données énergétiques, on parle de, je l'ai cité tout à l'heure, mais le big data, la data science a d'énormes, de belles années devant soi encore, ça c'est clair, parce que les masses de données. J'ai même commencé à voir des signaux dans l'autre sens, où on commençait enfin à dire que ça allait peut-être faire trop, et qu'il y a un moment où il allait peut-être falloir savoir pourquoi on les voulait déjà. Mais non, d'abord on a commencé par commencer à instrumenter certains trucs, certains quartiers, certains bâtiments, dans tous les sens, mais maintenant on se dit, mais en fait ça sert à rien de savoir à quelle heure les gens vont manger, on le savait déjà.
Après, voilà, je ne saurais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est déjà une première pierre à l'édifice. J'ai le droit de dire des gros mots de stats. Donc moi, je vais donc parler à nouveau des bâtiments. Donc ceux qui ont fait un Master 1 ou Master 2 en stats ou data scientist, ça va faire des mots qui vont être redondants. Pour l'exemple de la classification, j'avais fait ce qu'on appelle de la classification non supervisée, c'est-à-dire qu'on a juste des données de personnes, de bâtiments, et on essaye de retrouver qu'est-ce qui fait que des bâtiments vont se mettre ensemble ou pas. Donc notamment, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est les algorithmes des K-means ou les K-moyennes. Après, dans la suite du projet, comme on avait des objectifs de consommation, là, on avait un critère qu'on voulait évaluer, c'est tout ce qu'on appelle du coup de la classification supervisée. Donc pour le coup, on a utilisé plein de procédures. On a utilisé des méthodes Lasso, donc qui sont des méthodes où justement on a beaucoup trop de variables et on essaye d'en virer parce qu'on en a des inutiles. On avait des méthodes notamment de random forest, donc d'arbres aléatoires et de random forest, qui ont l'avantage où on peut encore à peu près expliquer les choses. Donc bref, toutes ces méthodes de classification supervisée. Et puis pour la suite, alors je rebondis sur le big data. Effectivement, on a beaucoup d'entreprises qui arrivent avec plein de données. Et alors il y a la bête méthode, j'applique n'importe quelle méthode et puis je regarde ce que ça fait. Alors ça crée des algorithmes comme on a pu voir avec Facebook, notamment sur la reconnaissance des mains, où il était très bon pour reconnaître des mains blanches, mais il était très mauvais pour reconnaître des mains noires, parce que dans la base de données, il n'y avait pas de main noire qui avait été mise. Donc ça, c'est une réflexion qui, à mon avis, va de plus en plus être dans la logique de quand on utilise une méthode, parce qu'on a quand même un flot d'étudiants et de personnes qui sont arrivés sur le monde du travail à dire « Oh, bah, je teste juste cette méthode et je réfléchis pas ». Et côté recherche, c'est l'inverse. Ça fait bien 5 ans qu'on commence à réfléchir, est-ce que nos méthodes, on les fait bien apprendre les bonnes choses ou pas? Et ça, il y a tout un truc éthique qui est en train de se faire. Et puis après, oui, le big data, en fait, le big data, c'est un peu de l'hypocrisie parce que certaines boîtes arrivent en disant on fait du big data et en fait, c'est pas toutes les données qu'on a besoin, c'est juste les moyennes par année, par exemple. Ce genre de choses. On n'a pas besoin d'avoir la température toutes les secondes, peut-être que la température par jour suffise. Ou ils ont l'impression de faire du big data parce que quand ils calculent une moyenne, tellement qu'ils ont des données, c'est énorme. Alors, notamment, il y a un exemple qui est énorme, c'est qu'il y avait une entreprise qui avait besoin d'avoir accès à toutes les moyennes de température entre 2 temps. Donc si on stocke toutes les secondes les températures et qu'on veut calculer toutes les moyennes, ça peut prendre énormément de temps, surtout si on met une année. Mais si on stocke toutes les sommes de ces températures, eh bien, il y a juste à faire la différence des deux valeurs, ça prend une demi-seconde. Et donc ça, c'est une façon de contourner, entre guillemets, le big data. Donc le big data, c'est très à la mode. Pour avoir une licence pro big data, je peux vous le garantir. Mais beaucoup d'entreprises ne se rendent pas compte qu'elles ne font pas du big data. Après, si vous faites du big data, c'est un intérêt, c'est que vous pouvez facturer 500 € de plus le consulting, mais vous ne ferez pas forcément des méthodes plus compliquées que ce qu'on vous enseigne en première année de stats, des fois. Alors du point de vue entreprise, parler de la suite, effectivement, bon, on l'a dit, ça passe par le recrutement de profils de plus en plus pluridisciplinaires, de plus en plus tournés vers ces sciences de l'ingénieur et vers les mathématiques. Ça passe aussi, alors non pas forcément par l'utilisation de la big data pour chez nous, mais dans un premier temps par le recueil déjà de données sur nos propres projets. C'est-à-dire sur ce qu'on a conçu et sur ensuite on essaie de tendre vers ça, comment le projet évolue, comment il vit, on fait pas mal de réhabilitation, comment est-ce que ces données propres à la réhabilitation peuvent à la fois nous donner un retour d'expérience sur ce qu'on fait et venir alimenter notre propre base de données, voilà, qui nous permet, à l'inverse du big data, peut-être de cibler sur des thématiques très précises. Peut-être je peux te passer la parole sur la question du carbone, puisque c'est là-dessus aussi qu'on emmagasine pas mal de données et qu'on essaie de développer nos petits outils. Oui, alors maintenant, en fait, il y a une nouvelle réglementation environnementale qui impose qu'on calcule un coût carbone pour les bâtiments, pour tous les nouveaux bâtiments neufs de certaines typologies. Et donc pour ça, on doit utiliser, nous en tout cas en tant qu'architecte, on utilise des logiciels, donc il y en a quand même pas mal qui existent, où en fait on doit calculer donc, la quantité de carbone qui sera émis par le bâtiment. Et donc pour ça, on doit prendre la quantité de matériaux et donc on le multiplie à une donnée environnementale.
Donc pour les bâtiments, c'est assez... Enfin, en tout cas, la méthodologie, elle existe et elle est plutôt claire. On a travaillé aussi sur le coût carbone, cette fois de quartier, d'aménagement, où là, tout de suite, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'existe pas vraiment de méthode définie pour ça. Et donc, il y a un nouveau logiciel qui existe qui s'appelle Urban Print, qui permet de quantifier cette fois le coût carbone, mais à l'échelle de tout un aménagement, même d'une ville. Et c'est là où pour nous, des fois, ça peut être un peu plus compliqué, parce que en fait, il y a certaines données ça peut agir un peu comme une boîte noire, puisqu'il y a certains résultats qu'on a plus de mal à comprendre, notamment sur, par exemple, ça calcule les changements d'usage du sol. Donc c'est le coût carbone de si on passe, par exemple, d'une prairie à une zone urbaine. Donc ça, c'est des données qui sont un peu plus complexes à comprendre, où on a besoin un peu plus de rentrer dans le détail et pas seulement utiliser un logiciel qui nous permet de calculer un résultat. Ok, merci. Je ne sais pas si on peut commencer à se tourner vers le public, si vous avez quelques questions, si vous voulez qu'on aborde des choses qu'on n'a pas abordées. J'attends vos retours. Ne soyez pas timides. Pas de questions ? Oui, je peux me déplacer. Je me demandais, par curiosité, si on pouvait avoir un peu plus de détails sur les solutions qui avaient été proposées suite à la semaine à Mies pour les îlots de chaleur sur les Champs-Élysées. J'avais préparé quelques petites slides là-dessus pour rappeler l'exercice qui avait été donné aux étudiants. Donc on leur avait soumis le territoire de notre projet et puis on leur avait dit peut-être le plus simple, parce que vraiment une fois la journée de présentation et la restitution soustraite à la semaine, ils avaient vraiment 3 jours et demi de travail pur. Donc on avait conscience que c'était très très ambitieux, donc on s'était dit peut-être se centrer sur l'avenue Haute qui a cette forme très très délimitable, avec tous les biais de bord qui peuvent exister ensuite, mais déjà ciblons-nous sur l'avenue Haute. On leur avait rappelé évidemment ce que c'est qu'un îlot de chaleur urbain, alors je ne sais pas si on fait ça là maintenant, et puis on leur avait effectivement demandé, expliqué quelles étaient les causes principales de l'îlot de chaleur urbain, ce qui allait être en fait les leviers à prendre en compte dans leur modèle. Donc on leur demandait est-ce que c'est possible de prendre en compte l'albédo, les questions de vent, la végétation, la conductivité thermique des matériaux existants et projetés, et puis l'activité anthropique, qui était tout un tas de données qu'on leur fournissait en amont de l'exercice. Donc on leur donnait un état de l'art opérationnel sur qu'est-ce qu'un îlot de chaleur urbain, toutes les données géométriques de l'avenue qui sont extraites de nos dessins existants et projets, tout ce qu'on pouvait également leur communiquer sur les typologies de matériaux, les essences d'arbres, tout ce qui allait avoir un impact en fait sur ces questions d'albédo, etc. Et puis évidemment accès à tout l'open source de la ville de Paris. On a de la chance d'être sur un territoire qui est assez fourni pour la partie à la fois température et activité anthropique, donc tout ce qui est flux de véhicules, etc. Ils avaient également la donnée. Et en fait, ils sont repartis d'un travail existant qui a été issu de leur première exploration du sujet qui a été faite. Travail existant qui prenait déjà en compte dans un modèle mathématique un certain nombre de thématiques qu'on leur avait demandé de prendre en compte, à la fois modélisant, donc ça c'est leur slide de résultats, donc je me permets de le redire quand même, donc à la fois modélisant le sol, l'air et puis l'interface sol-air par l'intermédiaire des matériaux, notamment sur cette question d'albédo qui était très importante pour nous. Alors là, je rentre pas dans le détail, mais c'est en tout cas j'en serais bien incapable, mais c'est en tout cas le modèle mathématique qui se sont appliqués à essayer de coder pour en faire un petit outil, et on en est
on en est resté là, puisque en fait en 3 jours et demi, il n'y a pas eu le temps de faire tourner l'outil de manière suffisamment longue, et il y a eu des petits bugs qu'il aurait fallu prendre le temps de corriger pour vraiment extraire des premières données. Mais on est en échange avec eux, en tout cas les étudiants les plus motivés de l'équipe qui avaient envie de poursuivre, pour pouvoir leur donner la possibilité de tester sur le temps plus long ce petit travail. Merci. Et donc la continuité de ce travail, vous refaites une semaine à Mies l'année prochaine, ou c'est Alors oui, c'est ça. C'est ça, ça pourrait être. Alors, on a déjà une TES-CIFRE à l'agence qui nous engage sur les prochaines années, donc on n'en prendra pas d'autres pour l'instant. Mais effectivement, c'est un sujet qui pourrait valoir la TES-CIFRE. Je sais qu'ils sont actuellement en train de rédiger un peu le compte-rendu de cette semaine, et puis les pistes de poursuite. Et on est en discussion d'une mission pour poursuivre ce travail dans le cadre de l'agence. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra, ni si ce sera le même sujet qu'on soumettra aux étudiants à Mies l'an prochain, parce qu'effectivement, c'était notre première fois, et on se rend compte que peut-être il faudrait un sujet beaucoup plus précis et moins ambitieux sur le temps de la semaine maths entreprise. Merci. Pour tout le monde, le TES-CIFRE, c'est bon pour tout le monde? Vous savez ce que c'est, ou j'ai besoin de préciser? Oui? Non? Donc c'est une tête. Bon, voilà. Donc c'est un étudiant qui est généralement financé par une entreprise et qui passe son temps entre l'entreprise et un labo de recherche. Voilà. Comment? Ou par une collectivité? Oui, tout à fait, pour avoir le grade de docteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. J'ai peur. Il y a une question là-bas, je monte. Est-ce que ça marche? Je voudrais savoir, par rapport à l'équation Navier-Stokes, pour essayer de modéliser le ruissellement des eaux de pluie, en modélisant l'équation de Navier-Stokes, est-ce qu'on peut modéliser en même temps l'équation de Navier du système de Saint-Venant en même temps? Alors, pardon. Pour modéliser l'écoulement des eaux de pluie? Oui, le ruissellement des eaux de pluie. Le ruissellement, alors pour le ruissellement, c'est beaucoup plus simple, parce que l'eau n'est pas compressible, donc on fait il y a des modèles hydro très complets. C'est du Navier-Stokes, mais comme l'eau est incompressible, c'est super simple, comparativement à quand c'est de l'air. Et encore, quand on fait de l'air, on fait du incompressible généralement, pour simplifier le problème. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi votre question, mais la réponse c'est oui, on modélise ça, notamment avec Navier-Stokes. C'est-à-dire pour résoudre le système conservatif de l'équation de Saint-Venant, est-ce qu'on peut utiliser l'équation de Navier-Stokes? Alors, pardon, c'est là où je n'ai pas entendu. Pour quoi faire? L'équation de Saint-Venant. C'est quoi l'équation de Saint-Venant? Pour le coup, il faudrait regarder de plus précisément que ça. Je ne peux pas vous répondre comme ça à chaud. Non. C'est scandaleux. Pourtant, il y a écrit physicien. Je suis de truc. Moi aussi. C'est technique comme question. Ouais, c'est technique, oui. C'est technique. D'autres questions? Non? La question la plus difficile, échec. Ah voilà, je vais me rattraper. Elle peut-être pas pour moi. C'est pour alimenter la question de pourquoi est-ce que je suis venu. Je vais partager pourquoi je suis venu. Pour moi, c'était du coup une conférence sur les mathématiques appliquées à l'urbanisme. Je connais rien à l'urbanisme ni à l'architecture, mais j'aurais plutôt compris l'urbanisme comme étant l'articulation dans un territoire et pas un bâtiment précis, par exemple.
Est-ce que vous avez travaillé sur des sujets peut-être plus, qui, dans ma tête, sont plus de l'urbanisme que de l'architecture? Je vais peut-être laisser la main à PC. Hein. Alors nous, effectivement, historiquement, on est plutôt une agence d'architecture. PCA Stream a commencé par de la réhabilitation tertiaire, principalement dans Paris. C'est encore le cas d'ailleurs en grande partie, même si on se diversifie en allant vers des concours d'appel d'offres publics sur d'autres typologies de bâtiments et de programmes. La question de l'urbanisme est assez récente. Je ne sais pas, l'équipe existe depuis 2019, je pense, et a été initiée avec ce projet des Champs-Élysées, qui pour le coup n'est pas du tout un projet de bâtiment, puisque voilà, si on reprend le territoire des Champs-Élysées, donc c'est donc un échange entre l'agence, la mairie de Paris et le comité des Champs-Élysées, qui est donc un comité d'acteurs privés, qui se pose la question, alors en 2019 initialement de manière très exploratoire, ça a d'ailleurs donné lieu à une exposition au pavillon de l'Arsenal, vous avez peut-être vu passer ça si vous étiez à Paris à ce moment-là, de se dire que peuvent devenir les Champs-Élysées, donc ce territoire, à la fois les deux places très minérales, l'avenue haute très commerciale et les jardins assez méconnu des Parisiens et globalement un territoire assez mal aimé des Parisiens. Que peut devenir ce territoire à l'aune des enjeux environnementaux qu'on connaît et pour les rendre un peu plus attractifs et continuer à leur associer cette image un peu de vitrine d'innovation de la ville de Paris. C'était la question initiale qui nous était posée. Et de cette vision très prospective où on avait sorti initialement quelques images et injecté comme ça dans la discussion quelques questionnements, on en est arrivé à une étude un peu plus précise qui pourrait donner lieu, si la mairie de Paris décide de s'en emparer, on en est là dans l'évolution de la réflexion, mais qui pourrait donner lieu à un concours de maîtrise d'œuvre sur ce territoire. En tout cas, notre travail d'urbanisme a mené là cet été à la livraison d'un cahier des charges à la fois esthétique et très technique, puisque se positionnant vraiment sur ces questions d'îlots de chaleur urbains, de biodiversité, de flux de mobilité aussi beaucoup et d'activités anthropiques. Donc un cahier des charges très complet qui pourra donner lieu à un concours sur ce territoire. Tu m'entends? C'est bon. Après, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais du coup, c'est vrai que c'est très compliqué. Maths et urbanisme, c'est un peu comme voiture innovante. C'est très large. Et à un moment, il faut qu'on se spécialise. Du coup, notamment, si c'est plus général que juste l'échelle d'un quartier ou autre, il y a effectivement tout ce qui est stade spatial, où on va regarder comment on gère les territoires. Mais il y a des questions très bêtes. Par exemple, j'avais vu une étude récemment où ils se posaient une question, ils avaient deux voies dans une ville, et la question se posait, qu'est-ce qui était fait pour fluidifier le trafic? En fait, pour fluidifier le trafic, soit on rajoute une voie, mais en fait les gens vont encore plus prendre leur bagnole, soit on ne met plus qu'une voie, et ça va fluidifier parce que les gens vont plus vouloir prendre leur bagnole. Tu vois, mais c'est un point très précis, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, là, on a des entreprises sur des points précis. Moi, j'ai bossé avec une seule entreprise en consulting, mais on peut être appelé à faire différentes choses en maths. Et notamment, si ça t'intéresse, tout ce qui est évolution des façons de faire ou autre, tout ce qui est stats spatial, c'est très utilisé. Notamment, on a un collègue, on est deux ici. On a un collègue au LJK, à Grenoble, qui travaille sur l'évolution des langues et du patois, donc c'est l'occitane. Comment évoluer certains mots en Occitanie. Donc voilà, c'est tout ça, et donc notamment la stat spatiale, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder. Voilà. Et puis pour... Attends, il faut appuyer. C'est maître de cérémonie maintenant. Et juste pour compléter, du coup, nous, nos travaux, donc on a toute une batterie de travaux qui se portent à l'échelle des matériaux, donc ça peut être de toiture ou de façade, mais c'est principalement sur les matériaux de revêtement.
Donc ça, c'est des manips en labo petite échelle, mais par contre, c'est les interlocuteurs qu'on a à la ville de Paris, eux, ils s'interrogent de est-ce que c'est ce que je vais tartiner partout demain. Donc il y a tout à fait, même si c'est l'objet qu'on étudie est pas grand, enfin, c'est littéralement, ça tient dans mes mains, quoi. L'application est grandeur nature, quoi. Nous, on a, depuis ces histoires d'arrosage de rue, on a étudié maintenant une quinzaine de démonstrateurs différents de ce qu'on peut appeler un îlot de fraîcheur, ou en tout cas de tentatives de rafraîchissement de l'espace extérieur. Des cours d'école oasis, de différentes rues, des parkings transformés en zones très végétalisées, ou maintenant les forêts urbaines du quinquennat, du mandat actuel, pardon, de la mairie. À chaque fois, on étudie un site, simplement parce que, il y a un enjeu de qualité de l'analyse, ou en tout cas de maîtrise des paramètres par rapport au fait d'instrumenter tout, et sans localiser forcément de façon optimale par rapport à la question posée l'instrumentation. Mais donc même si c'est des sites individuels, de nouveau, c'est à l'échelle d'un territoire que risquent d'être mises en œuvre ces solutions. Et enfin, on a aussi, nous, des petits outils d'aide à la décision qui, justement, guident un peu ce genre de travail sur qu'est-ce qu'on peut faire de tel ou tel point de vue par rapport à tel ou tel paramètre, sans forcément rentrer dans du Navier-Stokes super poussé, parce qu'en fait, une fois qu'on a écrit ces équations-là, l'ordinateur, il n'a rien résolu. Hein. Il faut discrétiser, il faut tout paramétrer, etc. C'est des supercalculateurs qui sont capables de sortir des calculs, à ces échelles-là en tout cas, ou alors des semaines et des semaines de calculs standards, pour à la fin avoir un résultat qui est peut-être très précis, mais ultra sensible aux conditions aux limites, parce que le vent, s'il fait 10 degrés à gauche ou 10 degrés à droite, ça change beaucoup de choses. Il y a un collègue à Marseille, je crois, qui fait pas mal de travaux comme ça à l'échelle quartier, où il fait des tests stats, où il fait tourner les modèles dans toutes les situations, et il cherche les endroits où c'est le plus variable, pour dire là c'est les zones où c'est un peu compliqué. Le reste c'est stable parce que le vent quand il est là ou là ça change pas grand chose, mais c'est assez tricky, quoi. Donc même si les objets peuvent être petits, il y a un enjeu de mise à l'échelle, quoi, de montée en échelle. Merci. D'autres questions ? Est-ce que vous voulez conclure par un petit mot, un message, perspective d'emploi, est-ce que vous comptez recruter des mathématiciens bientôt ? Les gens sont intéressés aussi par ça. Alors, perspective d'emploi, je ne sais pas si je peux aller sur ce terrain et m'engager jusque-là pour l'agence. Par contre, volonté affirmée de décloisonner nos savoirs et nos savoir-faire, et voilà, qui est affirmée, en fait. C'est pour ça aussi que je vous montrais Stream, qui existe depuis 20 ans dans l'agence. Ça s'applique à la fois à tous les champs des SHS, mais aussi, bien sûr, et de plus en plus vers les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, volonté de décloisonner et en faisant ça, de mieux appréhender les thématiques sur lesquelles on est amené à travailler, oui. Alors nous, pour les docteurs, il y a un poste de maître de conférence à Grenoble qui va s'ouvrir. N'hésitez pas à postuler. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir. Non, mais après, je ne sais pas s'il y a vraiment des... Oui, nous, c'est pareil, c'est des thèses et des choses, mais nous, on fera pas de maths. Je sais qu'il y a des collègues à Marne-la-Vallée qui font pas mal de méthodes inverses, et du coup, qui cherchent des profils plutôt maths pour justement paramétrer les modèles à partir des observations. Ça, c'est assez fun. Et puis, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Non, en vrai, je pense que l'urbanisme a un avenir en maths, parce que c'est un problème d'actualité, et que typiquement, on aura des financements dans ces domaines-là. Sauf si, bien sûr, les directives politiques changent. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un truc qui soit trop perdant à l'avenir. Je parierais plus là-dessus que sur le pétrole en ce moment. Mais c'est mon avis. Peut-être pour conclure sur cette question, en tout cas avec l'équipe de recherche en interne qu'on a essayé de vous présenter, on a la flexibilité aussi
pour accueillir voilà, des propositions, des envies, des idées géniales qui mériteraient collaboration sous une forme ou sous une autre, même si c'est peut-être pas là aujourd'hui une fiche de poste qui existe et que je peux vous transmettre, on est tout à fait ouvert à échange et à prise de contact. Merci pour vos retours. Je vous propose de remercier nos invités de la table ronde. Merci beaucoup. Et je vous invite juste, si vous voulez poursuivre la discussion avec nos orateurs, n'hésitez pas, on peut se mettre un peu à l'écart et on se fera un plaisir de discuter avec vous. Merci.